Je crois que je ferais bien de mettre les choses au clair tout de suite. Mon histoire n'aura aucune couleur locale. Je n'y connais rien en archéologie et je n'ai pas du tout envie d'en savoir plus. Déterrer des gens et des objets enfouis au plus profond de la terre, ça n'a aucun sens pour moi. Le premier matin, après mon arrivée, Mr. Carey m'a invité à venir voir le palais dont il traçait les plans selon ses propres mots. Il avait presque 3000 ans apparemment. Mais le croirez-vous, il n'y avait rien d'autre à voir que des murs boueux et sales d'environ 60 cm de haut. Mr. Carey me conduisit auprès du père Lavigny et me fit visiter le reste du site. Le père Lavigny me faisait un peu peur du fait qu'il était moine et étranger. Mais il était très gentil, bien que très vague. Parfois, j'avais le sentiment que tout ceci n'était pas plus réel pour lui que pour moi. Mrs. Lynam en expliqua la raison plus tard. Elle me dit que le père Lavigny s'intéressait uniquement aux documents écrits, comme elle les appelait. Autrefois, les gens écrivaient tout sur l'argile à l'aide de signes étranges qui avaient l'air païens, mais pleins de sens. Ensuite, le docteur Lynam me montra la tombe d'un enfant qui venait juste d'avoir été découverte. Très pathétique, vraiment. De petits os et un ou deux vases, ainsi que quelques poussières dont le docteur Lynam me dit qu'elles représentaient un collier de perles. Après un moment, il annonça qu'il allait rentrer à la maison pour boire une tasse de thé. Alors nous nous mîmes en route tous les deux, et il me raconta un certain nombre de choses. Lorsqu'il expliquait, c'était très différent. J'avais l'impression de tout voir, tel que c'était autrefois, les rues et les maisons. Et il me montra des fours où l'on faisait cuire le pain et me raconta que les Arabes utilisaient quasiment le même genre de four aujourd'hui. Nous arrivâmes à la maison et trouvâmes Mrs. Lynam levée. Le thé fut servi presque immédiatement et le docteur Lynam lui apprit ce qui avait été découvert au cours de la matinée sur le chantier. Puis il retourna à son travail et Mrs. Lynam me demanda si j'aimerais voir quelques-uns des objets trouvés. « Bien sûr, répondis-je. » Et elle me conduisit donc dans la salle des antiquités. Beaucoup de choses jonchaient le sol ici et là, des morceaux de vases brisés pour la plupart, ou alors d'autres qui avaient été réparés et collés ensemble. Selon moi, tout aurait été bon acheter. « Quel dommage que tout ceci soit cassé, n'est-ce pas ?» dis-je. « Cela vaut-il vraiment la peine de les garder ?» Mrs. Lynam esquissa un sourire. « Je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant, » proposa-t-elle. Elle descendit une boîte de l'étagère et me montra un magnifique poignard en or avec des pierres bleues foncées incrustées dans le manche. Je laissai échapper une exclamation pleine d'admiration et de plaisir. Mrs. Lynam éclata de rire. « Oui, tout le monde aime l'or. » Elle descendit à un plateau et me montra une tasse en or vraiment somptueuse, avec un motif de tête de bélier dessus. Magnifique, n'est-ce pas? Ceci vient de la tombe d'un prince. Nous avons trouvé d'autres tombes royales, mais la plupart d'entre elles avaient été pillées. Cette tasse est notre meilleure trouvaille. C'est l'une des plus belles qui ait jamais été trouvée. Soudain, Mrs. Lynam fronça les sourcils et approcha l'objet de ses yeux, puis le gratta délicatement avec son ongle. Comme c'est incroyable, il y a de la cire dessus. Quelqu'un a dû venir ici avec une bougie. Elle détacha la petite écaille et reposa la tasse. Après ça, elle me montra quelques petites statuettes en terre cuite, étranges. La plupart d'entre elles étaient grossières. Quel esprit mal tourné ils avaient, ces gens-là, dis-je. À midi, nous déjeunâmes. Après ça, le docteur Lynam et Mr. Mercado nettoyèrent quelques poteries, Mr. Carey et Mr. Coleman se rendirent sur le site des fouilles, et Mr. Reiter alla dans la salle de photographie. « Je suppose que vous allez vous reposer un peu, Louise, » dit le docteur Lynam. J'en déduisis que Mrs. Lynam devait avoir l'habitude de s'allonger un moment l'après-midi. « Environ 1 heure, » répondit-elle. « Ensuite, j'irai peut-être faire une petite promenade. » « Parfait. Nurse Latheran vous accompagnera, n'est-ce pas? »« Bien entendu. »« Non, non, » objecta Mrs. Lynam. « Je préfère y aller seule. »
Nurse ne doit pas se sentir obligée de m'avoir toujours à l'œil. « Oh, mais j'aimerais beaucoup vous accompagner, fis-je. »« Non, vraiment, je ne préfère pas, » reprit-elle d'un ton très ferme. « Il faut que je me retrouve un peu seule de temps en temps, j'en ai besoin. » Je n'insistais pas, bien évidemment. Mais alors que j'étais en route pour aller me reposer un peu dans ma chambre, je trouvais bizarre que Mrs. Lyne, avec toutes ses angoisses nerveuses, ait envie de se promener toute seule sans aucune sorte de protection. Lorsque je sortis à 15h30, la cour était déserte à l'exception d'un jeune garçon, près d'une immense bassine en fer-blanc, qui lavait de la poterie, et de Mr. Hammett qui faisait le tri. Tandis que je m'approchais d'eux, Mrs. Lyne entra par la porte voûtée. Ses yeux brillaient et elle semblait presque radieuse. Le docteur Lyne sortit du laboratoire et la rejoignit. Il lui montrait une grande assiette ornée de cornes de taureau. « Les niveaux préhistoriques sont extraordinairement riches, » s'exclama-t-il. « C'est une bonne saison jusqu'à présent. La seule personne qui pourrait se plaindre, c'est le père Lavigny. Nous n'avons encore pratiquement pas trouvé de tablette. »« Il ne semble pas avoir fait grand-chose avec celle qu'il a déjà, » observa Mrs. Lyne d'un ton cassant. « Il passe tous ses après-midi à dormir. » « Je le trouve légèrement peu orthodoxe, » observa le docteur Lyne. « Certaines de ses traductions ont été surprenantes, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai un peu de mal à croire, par exemple, qu'il a raison au sujet de ce qui est gravé sur cette pierre. Mais il doit savoir ce qu'il fait. » Après le thé, Mrs. Lyne me demanda si j'aimerais aller me promener jusqu'au fleuve. Je crus qu'elle craignait sans doute que son refus de me laisser l'accompagner plus tôt dans l'après-midi avait pu m'offenser. Je voulais qu'elle sache que je n'étais pas du genre susceptible, j'acceptai donc sur le champ. C'était une agréable soirée. Un chemin menait à travers les champs d'orge jusqu'au bord du Tigre. Un peu sur notre droite se trouvait une grande roue hydraulique et derrière il y avait le village d'où venaient la plupart des ouvriers. « C'est très paisible, dis-je. Ça me fait tout drôle de me retrouver loin de tout, au milieu de nulle part. » « Oui, » murmura Mrs. Lyne. « Ici, on pourrait s'attendre à être en sécurité. » Je la regardai vivement, mais elle parlait plus à elle-même qu'à moi. Nous commençâmes à rebrousser chemin en direction de la maison. Soudain, Mrs. Lyne s'agrippa à mon bras. « Qui est-ce, nurse? Que fait-il ici ?» Un peu plus loin devant nous, juste là où le chemin passait près de la maison, un homme qui portait des vêtements européens, se tenait sur la pointe des pieds, essayant de regarder à l'intérieur du bâtiment par l'une des fenêtres. Tandis que nous l'observions, il jeta un coup d'œil aux alentours, nous aperçut et se dirigea immédiatement dans notre direction. Je sentis Mrs. Lyne serrer mon bras plus fort. « Nurse, » murmura-t-elle, « Nurse, mais tout va bien, ma chère, tout va bien. » L'homme avança et nous dépassa. C'était un Irakien et dès qu'elle le vit de près, Mrs. Lyne se calma et poussa un soupir de soulagement. « Finalement, c'est juste un Irakien, » dit-elle. « Pendant un instant, j'ai cru... » Elle s'interrompit. Mais je savais une chose à présent. Elle avait peur d'une vraie personne, en chair et en os. En y repensant, je vois bon nombre de signes et détails dans la semaine qui suivit mon arrivée à Tel Yarlimja, dont je n'étais pas consciente à l'époque. Pour faire un récit exact, je devrais essayer de me souvenir de ce que je ressentais. J'étais perplexe, mal à l'aise et de plus en plus consciente que quelque chose clochait. Même Bill Coleman, qui n'était pas quelqu'un de très sensible au premier abord, y était allé de quelques commentaires. « Cet endroit me tape sur les nerfs », l'avais-je entendu dire. « Est-ce qu'ils sont toujours tous aussi lugubres ?» Il parlait à David Hammett, l'autre assistant. Je trouvais Mr. Hammett charmant. Il y avait quelque chose chez lui d'inébranlable et de rassurant. « Non, fit-il, ce n'était pas comme ça l'année dernière. » Mais il ne s'attarda pas sur le sujet. J'ai eu une conversation très éclairante avec Miss Johnson. Je l'appréciais beaucoup. Elle était capable, pratique et intelligente. Elle vouait, c'était absolument évident, un véritable culte au docteur Lyne. Elle le considérait, m'avait-elle confié, comme le meilleur archéologue encore en vie. Et les sciences jouaient aussi.
Je ne peux vous dire à quel point nous nous sommes amusés autrefois, durant les premières années que nous avons passées ici, lui, Richard Carey et moi. Leur amitié dure depuis 10 ans. Moi, je le connais depuis 7 ans. Beaucoup de choses ont changé désormais. » Je ne répondis pas. J'espérais qu'elle allait poursuivre, et c'est ce qu'elle fit. « J'ai bien peur d'être un peu trop vieux jeu, mais je pense parfois que si une femme d'archéologue n'est pas vraiment intéressée par les travaux de son mari, il serait plus sage pour elle de ne pas l'accompagner lors de ses expéditions. Je ne peux m'empêcher d'avoir le sentiment que Mrs. Lyne n'est pas à sa place ici. Elle perturbe les gens. Elle le perturbe. L'esprit du Dr. Lyne tout entier devrait être concentré sur son travail, pas accaparé par sa femme et ses stupides angoisses. » J'en vins à me dire qu'à chaque fois que des femmes se retrouvaient ensemble, il était inévitable que la jalousie fasse son apparition. Il était évident que Miss Johnson n'appréciait pas l'épouse de son patron, et, à moins que je ne me méprenne lourdement, Mrs. Mercado la haïssait carrément. Autre personne qui n'aimait pas franchement Mrs. Lyne, Sheila Riley. Elle s'était rendue 1 ou 2 fois sur le site des fouilles. J'avais l'impression qu'elle avait un faible pour le jeune Américain silencieux, Emmett. Lorsqu'il était de service, elle avait l'habitude de rester parler avec lui. Un jour au déjeuner, Mrs. Lyne fit quelques commentaires assez peu judicieux à ce sujet. « Miss Riley court encore après David. Le pauvre. Elle le pourchasse même sur le chantier. Comme certaines filles peuvent être stupides. » Mr. Emmett ne répondit pas, mais rougit néanmoins sous son bronzage. Et cet après-midi-là, Mr. Coleman me dit « Mrs. Liner a une dent contre Sheila Riley, c'est vrai, mais Sheila s'est montrée très grossière avec elle à 1 ou 2 reprises. Ah, bien sûr, elle est un peu imbue de sa personne, étant l'unique jeune femme de cet endroit, mais Mrs. Liner est sacrément belle. Elle est un peu comme ces héroïnes de contes de fées qui sortent des marécages auréolés de lumière et qui usent de leur charme pour vous attirer à elle. Vous ne verrez jamais Sheila faire perdre la tête à qui que ce soit, ajouta-t-il d'un ton amer. Tout ce qu'elle sait faire, c'est taquiner les hommes. » Je me souviens d'un autre incident qui a son importance. J'essayai d'attirer un jeune chiot suffisant avec un morceau de pain. Je sortis furtivement et je le suivis. Je passai sous la porte voûtée et tournai au coin de la maison quand, avant même de m'en rendre compte, je me heurtai au père Lavigny et à un autre homme qui se tenait côte à côte. Et en un instant, je me rendis compte que le deuxième homme n'était autre que celui que Mrs. Lyne et moi-même avions aperçu essayant de regarder par la fenêtre. Je m'excusai et le père Lavigny sourit, puis, après avoir pris congé de l'autre homme, il revint à la maison avec moi. « Vous savez, me dit-il, j'ai vraiment honte. J'ai étudié les langues orientales et pourtant aucun des ouvriers sur le site ne me comprend. Je testais mon arabe avec cette personne qui vient de la ville pour voir si j'avais fait des progrès, mais ce n'est pas très convaincant. Leidner trouve que mon arabe est trop formel. » Ce fut tout. Mais il me vint à l'esprit que c'était tout de même étrange que le même individu ait été à nouveau surpris à rôder autour de la maison. Cette nuit-là, nous eûmes une belle frayeur. Il devait être environ 2 heures du matin lorsque ma porte s'ouvrit. « Nurse! Nurse !» C'était la voix de Mrs. Lyne, basse et urgente. Je grattai une allumette et allumai la bougie. Elle se tenait près de la porte, dans une longue robe de chambre bleue, pétrifiée d'angoisse. « Il y a quelqu'un dans la chambre voisine de la mienne. Je l'ai entendu, il grattait contre le mur. Allez chercher Eric. » Je hochai la tête et sortis en courant. 1 minute plus tard, le docteur Liner nous avait rejointes. « Quelqu'un dans la salle des antiquités ?» s'écria-t-il. Il sortit précipitamment. « La salle des antiquités » s'exclama Mrs. Lyne, le souffle court. « Mais bien sûr que je suis stupide. » Elle s'enveloppa dans sa robe de chambre et me pria de venir avec elle. Il n'y avait plus aucune trace de peur panique sur son visage. Lorsque nous arrivâmes dans la salle des antiquités, nous trouvâmes le docteur Lyne en compagnie du père Lavigny, qui avait, lui aussi, entendu un bruit et cru voir une lumière dans la pièce.
Mais lorsqu'il était arrivé sur place, il n'avait trouvé personne. La porte, qui plus est, était fermée à clé comme chaque nuit. Nous n'apprîmes rien d'autre. Il n'y avait aucun signe d'intrusion et rien n'avait été volé. Mrs. Liner avait sans doute été alarmée par le bruit causé par le père Lavigne, tandis qu'il descendait les boîtes des étagères pour s'assurer que tout était en ordre. Cet incident a son importance dans mon récit parce qu'il conduisit Mrs. Liner à se confier à moi le jour suivant. Nous venions tout juste de terminer notre déjeuner. Mrs. Liner alla dans sa chambre pour faire une sieste, comme d'habitude. Je l'installai sur son lit avec beaucoup d'oreillers et son livre, et j'étais sur le point de sortir lorsqu'elle me rappela. « Ne partez pas, nurse. J'aimerais vous dire quelque chose. Asseyez-vous. » J'obéis. « Vous avez dû vous demander à quoi rimait tout ceci. » Je hochai la tête sans rien dire. « Savez-vous de quoi j'ai peur ?»« D'un homme, répondis-je. »« Je n'ai pas dit de qui, mais de quoi. » J'attendis. « J'ai peur d'être assassinée, avoua-t-elle. »« Racontez-moi, demandai-je. » Elle se mit à parler. En 1918, lorsque j'avais 20 ans, j'ai épousé un jeune homme qui travaillait au ministère des Affaires étrangères. « Je sais, murmurai-je. Mrs. Mercado me l'a raconté. Il a été tué à la guerre. » Mrs. Liner secoua la tête. « C'est ce que tout le monde croit. Mais la vérité est bien différente. J'étais mariée depuis quelques mois lorsque j'ai découvert, par le plus grand des hasards, que mon mari était espion pour le compte de l'Allemagne. J'ai appris que des renseignements qu'il avait fournis avaient conduit directement au naufrage d'un paquebot américain et à la perte de centaines de vies. Je ne sais pas ce que la plupart des gens auraient fait, mais je vais vous dire comment moi j'ai agi. Je suis allé directement trouver mon père, qui travaillait au ministère de la guerre, et je lui ai tout raconté. Frédéric a bel et bien été tué pendant la guerre, mais en Amérique, à la suite de sa condamnation à mort pour espionnage. « C'est horrible !» m'exclamai-je. « Ce dont je vous parle en ce moment n'est jamais sorti du ministère des Affaires étrangères. Officiellement, mon mari est allé au front et a été tué. On m'a témoigné beaucoup de sympathie et de gentillesse en tant que veuve de guerre. Après ça, je me suis éprise d'un certain jeune homme. Tandis que j'avais quelques hésitations au sujet de cette relation, une chose incroyable s'est produite. J'ai reçu une lettre anonyme de Frédéric, disant que si jamais j'épousais quelqu'un d'autre, il me tuerait. »« De Frédéric, votre défunt mari ?»« Oui. Je suis allé voir mon père et il m'a avoué toute la vérité. Mon mari n'avait finalement pas été tué. Il s'était échappé, mais sa fuite ne lui avait rien apporté de bon. Il s'était retrouvé au milieu d'un accident de train quelques semaines plus tard, et son cadavre avait été retrouvé parmi d'autres. Puisque Frédéric était mort de toute façon, mon père n'avait vu aucune raison de me dire quoi que ce soit jusqu'à ce jour. Mais la lettre que j'avais reçue laissait entrevoir de nouvelles possibilités. Mon mari pouvait-il encore être en vie? Mon père mena l'enquête avec autant de soin que possible. L'accident avait causé bon nombre de défigurations, si bien qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec une solide assurance. Mais autant que l'on pouvait le certifier, le corps qui était enterré était bien celui de Frédéric, et cette lettre n'était qu'une plaisanterie cruelle et malveillante. La même chose se produisit à nouveau. À chaque fois que je nouais une relation avec un homme, je recevais une lettre de menace. « Était-ce l'écriture de votre mari ?» demandai-je. « C'est difficile à dire. Je n'avais aucune lettre écrite de sa main. Je ne pouvais me baser que sur mes souvenirs. » Pouvait-il s'agir de quelqu'un d'autre? Il y a une possibilité. Frédéric avait un frère plus jeune, un garçon qui avait environ 10 ou 12 ans à l'époque de notre mariage. Il s'appelait William. Ce qui lui est arrivé, je ne le sais pas. Il adorait son frère. Il se peut qu'il ait grandi en me considérant comme directement responsable de sa mort et qu'il ait mis au point ce stratagème pour me punir. Il a sans doute décidé de consacrer sa vie à la vengeance. Poursuivez, s'il vous plaît. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire.
J'ai rencontré Eric il y a 3 ans. J'avais l'intention de ne plus jamais me marier, mais il m'a fait changer d'avis. Chaque jour, jusqu'au mariage, j'ai attendu une autre lettre de menace. Mais je n'en ai reçu aucune. J'ai donc pensé que, qui que puisse être l'auteur, il était soit mort, soit fatigué de ce jeu cruel. 2 jours après la cérémonie, j'ai reçu ceci. Elle tira un petit porte-document vers elle, l'ouvrit, sortit une lettre et me la tendit. Vous avez désobéi. À présent, vous ne pouvez plus vous échapper. Vous êtes la femme de Frédéric Bosner et de personne d'autre. Préparez-vous à mourir. 1 mois plus tard, une 2e lettre est arrivée. Je n'ai pas oublié. Je prépare mon plan. Préparez-vous à mourir. Pourquoi avez-vous désobéi? Votre mari est-il au courant? Il sait qu'on me menace. Mrs. Liner parlait lentement. Je lui ai montré les 2 lettres lorsque j'ai reçu la seconde. Il pensait qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un qui voulait me faire chanter en prétendant que mon premier mari était en vie. Elle fit une pause. Quelques jours après que la 2e lettre me soit parvenue, nous avons failli mourir d'un empoisonnement au gaz. Quelqu'un est entré dans notre appartement après que nous nous soyons endormis et a ouvert le gaz. Heureusement, je me suis réveillé et j'ai senti l'odeur juste à temps. Eric était beaucoup moins alarmé que moi. Il voulait aller à la police. Naturellement, j'ai refusé catégoriquement. Finalement, nous avons décidé que je l'accompagnerais ici et qu'il serait plus sage que je ne retourne pas aux États-Unis durant l'été, mais que je reste à Londres ou à Paris. J'étais persuadé qu'à présent tout irait bien. Après tout, nous avions mis la moitié du globe entre nous et mon ennemi. Et puis, il y a à peu près 3 semaines, j'ai reçu une nouvelle lettre avec un timbre irakien dessus. Elle me la tendit. Vous pensiez pouvoir m'échapper, vous aviez tort, vous ne pouvez pas m'être infidèle et continuer à vivre. Je vous l'ai déjà dit, pour vous, la fin est proche. Et il y a 1 semaine, ceci était posé sur la table. Elle n'est même pas arrivée par la poste. Je pris la feuille de papier qui se trouvait devant elle. Il n'y avait qu'une seule phrase griffonnée en travers. « Je suis arrivé. » Elle me regarda fixement. « Vous comprenez? Il va me tuer. Il se peut que ce soit Frédéric ou bien William, mais il va me tuer. » Je la saisis par le poignet. « Allons, allons, ne vous laissez pas aller. Nous veillerons sur vous. » Je fus tout à coup frappé par une idée soudaine. « Vous n'auriez sans doute aucun mal à reconnaître votre premier mari, je suppose. »« Cela fait plus de 15 ans, dit-elle. Il se pourrait que si. » Elle frissonna. « J'ai vu une tête une nuit. Il y a eu quelques coups à ma fenêtre. Et puis j'ai vu un visage de mort, livide et grimaçant contre le carreau de la vitre. J'ai hurlé à n'en plus finir, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé. » « Êtes-vous sûr que vous n'étiez pas en train de rêver? » ?»« Je suis persuadée que non. » Moi, je n'en étais pas si certaine. Ce genre de cauchemar était tout à fait approprié aux circonstances. Cependant, je ne contredis jamais un patient. J'apaisai Mrs. Liner du mieux possible. Puis je partis à la recherche du docteur Liner et lui rapportai notre conversation. « Je suis heureux qu'elle vous en ait parlé, fit-il. Cela m'inquiète terriblement. Que pensez-vous de tout ça? »« Il se peut que ces lettres ne soient qu'une plaisanterie cruelle et malveillante, répondis-je. »« Oui, mais qu'allons-nous faire? Elles la rendent folle. Je ne sais pas quelle est la meilleure décision à prendre. » J'avais très envie de lui demander s'il avait pensé à en faire part discrètement à la police locale, mais après coup, je fus heureuse de ne rien avoir dit. Voilà ce qui se produisit. Le jour suivant, Mr. Coleman devait se rendre à Hassanieh pour aller chercher la paie des ouvriers. Il devait aussi prendre notre courrier pour l'expédier par avion.
Une fois écrites, nous plaçâmes nos lettres dans une boîte en bois sur le rebord de la fenêtre de la salle à manger. Cette nuit-là, avant d'aller dans sa chambre, Mr. Coleman les sortit de la boîte et fit des paquets. Soudain, il laissa échapper un cri. « Qu'y a-t-il » demandai-je. Il brandit une lettre en grimaçant. « C'est la jolie Louise. Elle devient vraiment timbrée. Elle envoie une lettre à la 42e rue, Paris, France. Je ne crois pas que cette adresse soit exacte, et vous? Cela vous dérangerait-il de lui apporter, de lui demander de corriger? Elle vient juste d'aller se coucher. » Je me rendis auprès de Mrs. Liner et elle rectifia l'adresse. C'était la première fois que je voyais son écriture et je me demandais pourquoi elle me semblait si familière. Ce ne fut qu'au milieu de la nuit que la réponse m'apparut soudain. En dehors du fait qu'elle était plus grosse et beaucoup plus irrégulière, cette écriture ressemblait incroyablement à celle des lettres anonymes. De nouvelles idées me passèrent par la tête. Mrs. Liner avait-elle volontairement écrit ces lettres à elle-même? Et Mr. Liner en avait-il la moindre idée? Mrs. Liner m'avait raconté son histoire le vendredi. Le samedi matin, Mr. Coleman partit en camion pour Hassagney avec les lettres dans un sac à dos. Il avait aussi 1 ou 2 courses à faire pour les membres de l'expédition. C'était jour de paie pour les ouvriers et il devait aller à la banque et y retirer l'argent nécessaire. Tout ceci allait lui prendre un certain temps et on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne avant l'après-midi. Habituellement, on travaillait peu sur le site des fouilles un après-midi de jour de paie, étant donné qu'à 15h30 avait lieu la distribution des salaires. Un jeune garçon, Abdullah, dont le travail consistait à laver la poterie, était installé comme chaque jour au centre de la cour et fredonnait son chant étrange. Le Dr. Liner et Mr. Emmett décidèrent de s'occuper des vases jusqu'à ce que Mr. Coleman revienne et Mr. Carey se rendit sur le chantier. Mrs. Liner alla dans sa chambre pour se reposer. Je l'aidai à s'installer comme d'habitude, et ensuite, à environ 12h45, je me rendis dans ma chambre en emportant un livre avec moi. Quelques heures s'écoulèrent de manière agréable. Lorsque je reposai mon livre et que je regardai ma montre, je fus très surprise de constater qu'il était 14h40. Je me levai et sortis dans la cour. Abdullah était encore en train de frotter et de chanter sa rengaine, désespéré, et David Emmett se tenait près de lui et triait des poteries. Je marchais dans leur direction lorsque le Dr. Liner descendit du toit par l'escalier. « J'ai mis un peu d'ordre là-haut, expliqua-t-il. Louise va être contente. Elle s'est plainte dernièrement qu'il n'y avait pas de place pour bouger. Je vais aller lui annoncer la bonne nouvelle. » Il se dirigea vers la chambre de sa femme, frappa à la porte et entra. Il me semble qu'il devait être environ 1 minute et demie plus tard lorsqu'il ressortit. Il se trouve que je regardais justement la porte à ce moment-là. Ce fut comme un cauchemar. Il était enjoué et animé en entrant. À présent, il titubait et ressemblait à un homme ivre. « Nurse !» hurla-t-il. « Nurse !» Je courus vers lui. Il avait l'air mal en point, son visage était gris et grimaçant de douleur. Je me rendis compte qu'il allait s'effondrer d'un instant à l'autre. « Ma femme !» murmura-t-il. « Ma femme !» Je passai devant lui en le poussant et entrai dans la chambre. Mrs. Liner gisait sur le sol, pelotonnée près du lit. Je me penchai au-dessus d'elle. Elle était morte.